Bonjour à distance. Moi, je vais vous amener un peu ailleurs. Je pense aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'assez spécifique, qui est la prise de décision d'un placement time-out en protection de la jeunesse et les zones de dilemme décisionnel. Bonjour. J'ai certaines co-autrices avec moi sur l'article qui a été soumis, mais j'ai aussi des co-chercheurs sur ce grand projet qui est Sonia Elie et Tonino Esposito. Donc, le placement time-out, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, le placement time-out, c'est ce qu'on appelle dans le jargon institutionnel de la région de Montréal des remobilisations. Je les ai appelés placement time-out pour certaines raisons. D'abord, parce que ça fait référence à la technique de réduction des comportements par le retrait de stimulation potentielle. Donc, un placement time-out, c'est en fait un placement qui dure environ 1 à 30 jours, avec une moyenne de 4 jours, qui vise vraiment à sortir le jeune momentanément de son unité de réadaptation, de son foyer de groupe, parce que ses comportements sont tellement importants qu'il a besoin de s'apaiser et de sortir de son environnement déclencheur. Donc, pour apaiser la situation personnelle du jeune et aussi, ça a une visée de stabiliser le jeune, c'est-à-dire que ça vise à ce que le jeune poursuive ses démarches dans le même milieu qu'il était. Dans un volet plus quantitatif, j'évalue cet aspect-là, mais pour aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect plus qualitatif qui est l'aspect de la prise de décision de l'envoyer en placement time-out. Donc, il faut savoir que les placements time-out sont une mesure qui est restrictive de liberté, au même titre, par exemple, que les mesures d'encadrement intensif, mais un peu moins structurées, un peu moins encadrées aussi. Ce n'est pas une mesure de contrôle, c'est davantage une mesure d'intervention que les intervenants peuvent utiliser dans leur quotidien. Mais il y a quand même des allures carcérales, autant en procédure qu'au milieu, c'est-à-dire que le jeune va être privé de liberté additionnelle. Comme par exemple, le jeune en placement time-out ne va pas nécessairement aller à l'école, sauf s'il y a une entente spécifique de fait à l'interne. Il n'ira pas travailler non plus, puis il n'y aura pas, par exemple, si son placement time-out est la fin de semaine, puis il y avait une sortie, bien, il n'y aura plus sa sortie. Donc, ça le prive d'une certaine manière de liberté qu'il avait à ce moment-là. Mais certains pensent quand même que c'est adapté à certains besoins parce que les jeunes en centre de réadaptation ont souvent des problématiques comportementales assez importantes. Puis parfois, ça peut aussi apaiser la situation. Donc, c'est vraiment délicat la prise de décision. C'est vraiment des décisions qui sont complexes. Et pourtant, les intervenants n'ont pas de balises claires pour prendre les décisions. Et ce, depuis plus de 20 ans. C'est dans la littérature grise et aussi la littérature, très peu de littérature sur les placements time-out, mais n'empêche, ils ont très peu de guides pour prendre leurs décisions. Donc, l'objectif de l'étude a vraiment été de documenter le processus décisionnel qui précède le recours au placement time-out pour les intervenants. Donc, un petit aperçu de la littérature. Ah, c'est bien, mes animations fonctionnent, j'étais un peu... L'aperçu de la littérature dans la prise de décision en protection de la jeunesse, il y a de la littérature sur la prise de décision. Et la littérature, ce qui ressort, c'est surtout que les intervenants en protection de la jeunesse vont surtout gérer les risques. Donc, vont vraiment être parfois dans la mesure du moindre mal, c'est-à-dire qu'il y a moins de risques de placer le jeune que de le laisser dans son milieu familial, par exemple. Et aussi, c'est beaucoup lié à la disponibilité des ressources, c'est-à-dire que, il n'y a pas de famille d'accueil de disponible, donc ça va être plus un foyer de groupe. Donc, vous voyez que généralement, au niveau de la littérature sur la prise de décision, ce qu'on observe surtout, c'est des décisions de placer ou non le jeune, des décisions liées à leur milieu de vie ou des décisions liées à leur projet de vie. Mais quand le jeune est placé, toute la prise de décision sur la gestion quotidienne des comportements en placement, il y a très peu de littérature sur ce sujet-là. Ce qui ressort, c'est, on parle de jugement professionnel, notamment pour la prise de décision. Des auteurs vont parler d'intuition clinique, qui fait référence à la reconnaissance de patrons sophistiqués. Ce n'est pas juste un gut feeling, c'est vraiment la reconnaissance de patrons liés à leur formation. C'est quelque chose qui est plus professionnel, je vais dire ça comme ça. Et évidemment qu'on parle beaucoup de l'alliance thérapeutique. Donc, il y a beaucoup de prises de décision qui sont faites pour sauvegarder l'alliance avec le jeune ou pour réparer l'alliance avec le jeune.
Donc, sans surprise, j'ai utilisé le cadre théorique du modèle écologique de Bowman et ses collègues. Je me suis surtout inspirée de ça pour pouvoir bien lire les résultats. Et essentiellement, ce que ce cadre théorique-là propose, c'est que la prise de décision est influencée par différents types de facteurs. Donc, les facteurs liés au cas, c'est les facteurs liés aux caractéristiques du jeune emplacement dans l'étude. Les facteurs organisationnels font surtout référence à l'institution. Les facteurs extérieurs pourraient être, par exemple, le groupe de jeunes qui sont placés avec le jeune en question qui va en placement time-out. Et les facteurs liés aux décideurs, c'est vraiment les facteurs liés aux intervenants qui prennent la décision d'envoyer un jeune en placement time-out. À travers ce modèle-là, ce qu'on dit, c'est aussi que les résultats attendus, anticipés ou vraiment observés peuvent avoir une influence sur la prise de décision subséquente. Et ce qu'ils ajoutent, en fait, et ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas, c'est que quand les balises ne sont pas très claires, ça crée des différents seuils décisionnels entre les intervenants, ce qui va faire en sorte que ça va éclairer les zones de dilemme décisionnel dans ce cas-là. Et vous allez voir qu'il y en a quelques-unes. Mais dans le protocole de recherche, c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire qu'au-delà de s'intéresser au processus décisionnel, on a voulu s'y intéresser en prenant en considération les facteurs, mais aussi en ciblant particulièrement le seuil décisionnel ou le seuil d'action des intervenants pour essayer de comprendre à partir de quand on place un jeune en placement time-out. Donc, pour faire tout ça, en fait, on a fait 4 entrevues de groupe de 5 intervenants avec 3 vignettes cliniques qui ont été développées par un comité consultatif d'intervenants qui travaillaient en placement time-out, donc qui travaillaient dans les unités de placement time-out. Puis ce qui est ressorti, c'est 3 vignettes là, que je vous parle très rapidement. Donc, il y avait une jeune de 15 ans parce qu'on avait une écriture épicène, donc on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille pour faire référence au patron, autant des intervenants côté garçon que côté fille. Donc, une jeune de 15 ans au retour de fugue. Ce jeune-là avait été retrouvé avec des hommes majeurs et était revenu avec les policiers et ne voulait pas reparler de sa fugue. Deuxième cas, c'était une jeune de 12 ans, agressif et conflictuel dans son unité d'hébergement, autant avec le groupe de jeunes qu'avec les intervenants qui étaient là, sauf son éducateur de suivi. Et le troisième, c'était une jeune de 17 ans qui recommençait à consommer à l'aube de ses 18 ans. Son stage allait bien, mais il s'était complètement coupé du groupe d'intervenants. Le deuxième, il n'était pas en conflit avec son éducateur, mais il était avec tous les autres. Exactement. Donc, ces 3 jeunes-là, on a développé les vignettes pour qu'elles soient ambiguës. Et pour rapidement, parce que la prise de décision en tant que telle n'était pas si importante, c'était plus comment on prenait les décisions, mais juste pour vous dire que à 15 ans, au retour de fugue, c'était la vignette la plus ambiguë pour les intervenants, alors que 12 ans, il allait en placement time-out et 17 ans, il n'y a personne qui l'envoyait en placement time-out, sauf que certains... Donc, voilà. Donc, c'est à partir de ces vignettes-là qu'on a réfléchi au processus décisionnel. Donc, les résultats, en fait, il n'y avait pas juste que des dilemmes décisionnels, il y avait aussi des zones d'entente, heureusement, et les zones d'entente se trouvaient surtout dans les caractéristiques des jeunes, c'est-à-dire que dans les zones d'entente, il y avait une omniprésence des facteurs liés au cas, donc des descriptions du jeune et le cumul de risques aussi. Par exemple, l'âge était considéré comme un facteur de vulnérabilité dans certaines situations, puis on l'utilisait beaucoup pour expliquer comment on pouvait prendre nos décisions. Le niveau de collaboration des jeunes aussi était important, c'est-à-dire qu'on considérait le niveau de collaboration comme un certain indice aussi de l'alliance qu'on avait avec le jeune. L'agressivité était considérée aussi. Puis le cumul de risques, c'est-à-dire que dans certaines entrevues, ce qui est intéressant, c'est parce que c'était des entrevues de groupe, puis les intervenants se relançaient en ajoutant, par exemple, l'impact sur les intervenants, l'impact sur le groupe de jeunes, puis l'impact sur lui-même aussi. Donc, c'était une espèce de triangle d'impact qui faisait en sorte qu'on prenait la décision de les envoyer en placement time-out à ce moment-là, parce que là, c'est comme si tout était touché
dans ces situations-là. Donc, rapidement, un lien avec la littérature, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les intervenants sont habitués à reconnaître des patrons comportementaux. Donc, pour eux, c'est facile, c'est leur formation et c'est surtout ça qui soutient leur prise de décision. Pour ce qui est du reste, vous allez voir que c'est là où on se rend compte que la prise de décision devient un peu plus complexe parce qu'on doit considérer certaines autres choses. À ce sujet-là, il faut que je vous parle des seuils décisionnels qui sont multiples. Puis j'espère que vous allez bien comprendre parce que c'est un peu complexe. Puis en même temps, ça devient plus clair quand on l'explique bien. En tout cas, j'espère que je vais faire mon travail. Donc, si vous voyez le graphique, là, je n'ai pas fait de quanti, c'est du Cali, c'est juste pour l'illustrer. Mais vous voyez que sur la ligne des X, en tout cas, je ne me rappelle plus. La ligne plus haut, là, qui montre, ouais, c'est ça, les Y, c'est l'augmentation de la gravité des comportements. Donc, à mesure que les comportements augmentent, la possibilité que les intervenants envoient un jeune en placement time-out augmente. Ça a de l'allure, ça a un sens pour vous? OK. Puis, il y a l'augmentation du temps aussi. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui attendent plus longtemps que d'autres et donc le comportement augmente avec le temps, mais vous voyez qu'à un moment donné, ça descend parce que le comportement se résorbe et que là, le timing n'est plus bon pour envoyer un jeune en time-out. Ce qu'on s'est rendu compte dans les entrevues, c'est que les seuils n'étaient pas les mêmes pour chacun. Si la ligne au centre était un seuil moyen, il y en a certains dont le seuil décisionnel est très bas. C'est-à-dire qu'eux n'attendent pas longtemps avant d'envoyer un jeune en placement time-out. Et pour eux, la zone où les risques du comportement, ils passent rapidement dans la zone où les risques du comportement sont plus grands que les risques de la mesure. Rapidement, pour eux, il y a un plus-value à les envoyer en time-out. Alors que pour les autres, il y en a certains autres que le seuil décisionnel est très élevé. Eux, ils restent longtemps dans la zone où les risques de la mesure sont plus grands que les risques du comportement. Je peux vous donner 2 illustrations pour comme vraiment m'assurer d'éclaircir tout ça. Donc, il y en a dans la zone décisionnelle plus bas qui m'ont dit, moi, ma première réflexion, c'est vraiment de dire, est-ce qu'on attend trop longtemps? Fait que pour eux, c'est comme, on n'attend pas, on l'envoie, puis on n'attend pas que ça escalade. Alors qu'il y en a d'autres qui m'ont plutôt dit, je ne sais pas, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe l'impact que ça peut avoir sur un enfant de l'envoyer en placement time-out. Donc, pour eux, cette préoccupation-là faisait en sorte qu'ils attendaient plus longtemps et que les comportements devaient être plus graves pour l'envoyer en placement time-out. Donc, les zones de dilemme décisionnel dépendent justement du seuil. Donc, il y en a qui ont vraiment un seuil élevé. Et pour eux, dans ce groupe-là, il y en a qui nous ont dit, bien, c'est vraiment un moyen ultime, le placement time-out. Il faut vraiment attendre puis attendre parce que c'est ultime. Alors qu'il y en a d'autres du côté du seuil décisionnel plus bas qui ont dit, bien, c'est un moyen parmi d'autres d'intervention. Fait que forcément, le seuil est différent. Quand on regarde plutôt les facteurs liés aux décideurs, il y en a certains qui nous ont dit ben c'est pas sûr que c'est sûr que l'objectif d'un placement time-out, ça ne peut pas être que l'équipe prenne une pause du jeune. Donc, ça ne peut pas être ça. Alors que de l'autre côté, il y en a qui m'ont dit, mais pour ma part, la partie où l'équipe se sent plus aidante, qu'ils ont l'impression d'avoir tout tenté, qu'ils ont l'impression d'être dans une impasse, ça jouerait beaucoup. Fait que pour un même facteur, c'est-à-dire impasse, épuisement de l'équipe, il y en a qui disent « Ouais, mais je ne peux pas utiliser ça », alors qu'il y en a d'autres qui disent « Ben oui, on est brûlé ». Pour ce qui est maintenant des résultats perçus, parce que les résultats peuvent influencer, si vous vous souvenez bien du graphique, il y en a certains qui disent du côté du moyen ultime, ben, je crois peu en ce service-là, puis je trouve que c'est un peu violent des fois, la façon que c'est utilisé, puis que ça crée des coupures de relations. Alors que du côté du seuil décisionnel plus bas, on va dire, bien, c'est parfois un point tournant pour plusieurs jeunes. Ça va vraiment leur permettre un apaisement puis une reprise sur leur situation. Donc, pour eux, il y a quelque chose de positif dans la remobilisation. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, le poids accordé au ressenti des intervenants était différent. Et la perception de la mesure aussi était différente, c'est-à-dire que les avantages et les risques n'étaient pas perçus de la même façon selon les différents intervenants.
Ce qu'on a aussi réalisé, et ça, c'était super intéressant, c'est que pendant qu'on leur posait des questions, les intervenants nous ont très, très peu parlé des facteurs organisationnels, alors qu'à la fin complètement de notre entrevue, on leur a demandé, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur les placements time-out qu'on n'aurait pas dit? Et là, les facteurs organisationnels sont sortis. Et c'est là que c'était vraiment intéressant, c'est que c'est comme si ça nous a donné l'impression, du moins, que les intervenants étaient si peu en contrôle des facteurs organisationnels qu'ils ne voyaient pas trop l'intérêt de nous en parler pendant l'entrevue, mais quand on a ouvert puis on leur a dit « laissez-vous aller », là, ils nous ont parlé de ça. Et ce qu'on comprend dans les facteurs organisationnels, c'est que c'est vraiment un frein à la prise de décision, ça embrouille la prise de décision. Et je vais vous donner 2 exemples. Donc, par exemple, les procédures qui sont sécuritaires. Il y en a un qui nous dit « le transport sécuritaire, des fois, ça fait un peu comme on sort le gros arsenal pour amener le jeune ». Ça fait qu'il y a peut-être quelque chose à travailler dans le transfert. Et donc, ce qu'on comprenait, c'est que certains intervenants voulaient envoyer les jeunes en placement time-out pour apaiser la situation, mais c'est les agents d'intervention qui viennent les chercher. Il y a parfois les menottes qui sont impliquées. Il y a vraiment quelque chose dans la manière d'utiliser la mesure qui fait en sorte qu'on attend plus longtemps parce que la mesure, elle n'est pas vraiment très rassurante pour les intervenants. Le manque de synchronisme aussi, on s'est rendu compte que les intervenants disaient, bien, donc, un exemple, l'accès au placement time-out, c'est très difficile les soirs de semaine, la fin de semaine. Si un jeune t'agresse la fin de semaine, bien, ça attend le lundi. Ce qui fait en sorte que leur confiance envers la mesure, elle n'est pas super. Puis, il ne faut pas oublier que les intervenants, une des choses qui est importante pour eux, c'est le lien qu'ils ont avec le jeune. Puis, il y a certains facteurs organisationnels qui, clairement, peuvent venir jouer sur le lien qu'ils ont avec le jeune. Puis, le lien dans la littérature qu'on observe, c'est vraiment ça, c'est que le caractère institutionnel, la prise en charge en protection de la jeunesse, là, puis de toutes les procédures, rend pour certains auteurs les ruptures d'alliance quasi inévitables. C'est que dans l'utilisation de mesures restrictives de liberté comme ça, les intervenants savent que ça va créer des ruptures dans leur alliance thérapeutique. Donc, quelques points de discussion. On a soulevé certaines pistes cliniques pour le placement time-out parce que, en fait, les équipes à Montréal veulent qu'on continue à travailler avec eux pour peut-être revoir le programme de remobilisation de placement time-out à Montréal. Donc, une des premières choses qui ressort et que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la légitimité du ressenti des intervenants. Nous, on suggère vraiment de favoriser la réflexivité chez les intervenants puis de considérer les émotions vécues parce qu'en considérant les émotions vécues, bien, on ajoute une information dans la prise de décision et on complète davantage le processus. Puis offrir aussi du soutien dans le rétablissement de l'alliance. D'un côté, on disait qu'il y a certains jeunes qui manquaient de collaboration, puis de l'autre côté, il y a des intervenants qui sont épuisés. Nous, de la façon qu'on le voit, c'est qu'il y a quelque chose dans la relation qui doit être travaillé, peut-être même en suggérant que l'éducateur de suivi soit aidé par une 3e personne, par exemple, pour maintenir le lien. Mais il y a quelque chose dans le maintien du lien qui nous semblait important. Et pour aider aussi, il y a toutes les procédures qui entourent les placements time-out où on suggère vraiment d'harmoniser les processus institutionnels aux objectifs cliniques. Là, présentement, les objectifs cliniques ne sont pas clairs. Puis, il y a aussi de mesurer les effets des placements time-out, autant chez les jeunes que chez les intervenants, qui va être un objectif à plus long terme. Puis, il y a un 3e aspect que Camille va venir vous présenter, qui est en fait de délimiter l'apport des jeunes eux-mêmes dans la prise de décision sur les placements time-out. Il y en a très peu qui nous ont parlé que les jeunes pouvaient être impliqués dans la prise de décision. Et dans ce sens-là, je vous présente un aperçu de la suite à travers le projet de Camille. En fait, c'est elle qui va le présenter. Bonjour, moi c'est Camille. Je suis étudiante à la maîtrise. Puis, je suis partie un peu de mon expérience clinique sur le terrain qui m'ont amené des questionnements en lien avec les procédures de placement. Puis, je me suis toujours questionnée un peu avec la place qui est accordée aux jeunes dans les placements. Puis, d'où mon intérêt à poursuivre ces questionnements-là en lien avec les placements time-out. Comme Sophie l'a dit, il y a un flou qui entoure un flou clinique et juridique qui entoure l'utilisation des placements time-out.
considérant que c'est une mesure restrictive de liberté, mais que ce n'est pas une mesure de contrôle. En droit de la santé, c'est clairement énoncé que le consentement aux soins est essentiel pour administrer quelconque soin ou traitement. Pour les mesures de contrôle, par exemple, le consentement n'est pas nécessaire pour le jeune s'il y a un risque imminent ou imprévu, mais quand le risque disparaît, le risque imminent et imprévu disparaît, le consentement du jeune redevient nécessaire pour appliquer les soins aux jeunes, mais si le jeune refuse, ces mesures-là ne peuvent plus être appliquées. Mais là, si on constate que le placement time-out n'est pas une mesure de contrôle, le jeune devrait théoriquement avoir l'espace de consentir ou non à ces soins, ce traitement-là, le placement time-out. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? C'est ça la question. Puis, dans la littérature aussi, il est clairement dit que l'implication du jeune dans la prise de décision va avoir une influence, ça va favoriser une évolution positive de la situation du jeune. Puis, les chances de réussite du placement time-out vont être plus grandes si le jeune y consent. Donc, la prise en compte de la parole des jeunes, dans le fond, dans le processus décisionnel qui mène à un placement time-out, c'est justement l'angle mort des recherches précédemment effectuées, le peu de recherches qui a été effectuée sur le sujet. Donc, d'où ma question de recherche qui est quelle est la perception des jeunes sur la participation, sur leur participation à la décision de recourir à un placement time-out. Puis, mon but, c'est de mieux comprendre leur participation dans le processus, puis de connaître aussi la place qui est donnée au consentement du jeune dans ce processus-là. Je vais utiliser une méthodologie qualitative avec des entretiens semi-dirigés. Puis je m'inspire un peu de la méthode des incidents critiques que Marie-André m'a suggéré. Puis mon but, c'est de rencontrer des jeunes de 14 ans et plus qui ont vécu récemment un placement time-out pour que ça soit frais dans leur mémoire. Puis l'échantillon, c'est approximativement 10 jeunes, dans le but de pouvoir ultimement, potentiellement, améliorer les pratiques cliniques sur le terrain. Voilà.